Raoul Delcorte, bonjour, vous êtes ambassadeur honoraire, vous étiez et vous êtes toujours un spécialiste de l'Europe, de l'Union européenne, mais aussi des relations transatlantiques, et vous êtes membre de la classe des lettres et des sciences morales et politiques de l'Académie royale de Belgique. Et on voudrait vous entendre un peu sur la question du multilatéralisme, parce que Edgar Morin disait que cette crise finalement révélait une interdépendance sans solidarité. Et effectivement, on constate que cette crise sanitaire induit une forme de repli égoïste des États sur eux-mêmes, c'est-à-dire une crise du multilatéralisme. Alors, quelle en est votre appréciation et quelles en sont peut-être les raisons? Il y a plusieurs raisons à cette crise du multilatéralisme qui est illustrée par la pandémie actuelle. En premier lieu, la gestion de la crise a très vite échappé à l'OMS, qui est une organisation demeurant avec un rôle plutôt normatif. Elle a échappé à l'OMS au profit des États. Or, le domaine sanitaire reste largement une prérogative des États. Et l'on sait par exemple que la santé publique échappe largement encore à la compétence de l'Union européenne, au profit des États et même au profit des régions, dans des États fédéraux comme l'Allemagne ou la Belgique. Ensuite, il y a une raison d'être du système onusien qui est quand même d'abord centré sur les menaces contre la paix. Ce n'est qu'à l'article 55 de la Charte de l'ONU que la santé publique est mentionnée et sans qualificatif particulier. Il a fallu que le secrétaire général de l'ONU, António Guterres, lance un appel vibrant pour souligner le lien qui me paraît indispensable entre sécurité collective et sécurité humaine. Or, précisément, la sécurité humaine permet d'envisager la sécurité comme un bien public, nécessaire au développement humain et indispensable à la paix. Elle doit permettre aux individus de s'épanouir et elle passe donc par des politiques qui sont concertées internationalement pour assurer aux habitants de la planète des moyens de préserver la santé publique et la sécurité sanitaire. La sécurité humaine est un concept intégrateur et global. Or, que constate-t-on? C'est qu'elle fait cruellement défaut aux délibérations du Conseil de sécurité. Il a fallu des semaines au Conseil de sécurité avant de s'accorder sur une résolution concernant la pandémie. Et cette paralysie temporaire du Conseil de sécurité s'explique, bien évidemment, pour des raisons à la fois juridiques et politiques. Elle tient en bonne part aux fortes divergences entre Américains d'une part, Chinois et Russes d'autre part. Sur le plan juridique, l'opposition est centrée sur la définition même de la notion de sécurité. Si on se focalise sur la sécurité collective, plusieurs membres du Conseil de sécurité ont refusé d'élargir cette notion de sécurité au domaine sanitaire, c'est-à-dire qu'ils ont refusé d'établir un lien entre sécurité collective et sécurité humaine, comme le secrétaire général le leur demandait. Or, pourtant, il y avait un précédent, et ce précédent avait été celui de la pandémie de l'Ebola. Le Conseil de sécurité s'était à l'époque accordé sur une résolution. Mais cette fois-ci, ça a été beaucoup plus difficile. L'opposition entre les États-Unis et la Chine au Conseil de sécurité en 2020 a constitué une illustration supplémentaire des blocages du multilatéralisme. La délégation américaine demandait avec insistance que l'on mentionne l'origine chinoise de la Covid-19, tandis que la délégation chinoise s'opposait à ce qu'elle appelait la politisation du virus. Il n'en fallait pas plus pour que le président Trump décide de suspendre la contribution financière
américaine à l'OMS. Donc le constat, c'est que une institution multilatérale ne peut fonctionner que si les États qui en font partie veulent contribuer à son fonctionnement. Dans le cas contraire, on se heurte très vite à des obstacles. À ce blocage d'une institution multilatérale, il faut ajouter d'autres faiblesses. D'une part, les institutions multilatérales sont des machines à fabriquer des normes. Et elles peuvent donc pâtir d'un déficit entre la cohérence des normes établies dans telle enceinte et dans telle autre. D'autre part, ces institutions peuvent étouffer sous le foisonnement d'initiatives lorsqu'elles se font concurrence entre elles et que le résultat devient chaotique finalement. Bien plus, cette pandémie a illustré une forme de résurgence de l'unilatéralisme. Et c'est ce qui fait dire à Thomas Gomard que cette crise est au fond la première d'un monde post-américain, du fait de l'absence complète de leadership des États-Unis dans la gestion de cette crise. Mais il serait erroné d'imputer à la Covid-19 l'affaiblissement du multilatéralisme. Cette crise a été en fait un révélateur de notre incapacité à doter les institutions multilatérales d'une véritable robustesse. Tous les obstacles au fonctionnement du multilatéralisme ont été mis à jour. La souveraineté, elle existe, elle est importante, elle n'empêche pas le multilatéralisme. Elle le rend possible en fait. Or, cependant, du fait de la mondialisation, les grands enjeux internationaux d'aujourd'hui sont des enjeux sociaux, justement, sanitaires, alimentaires, économiques. Et c'est la raison pour laquelle l'ancien secrétaire général Kofi Annan fit valoir que le vrai multilatéralisme est un multilatéralisme ouvert. C'est son expression. Et il écrivait déjà, en 2000, au lieu de faire des milliards de laissés pour compte, la mondialisation doit devenir une force positive pour tous les peuples du monde. C'est notre plus grand défi, et il ajoutait, le plus important, c'est que l'être humain soit au centre de tout ce que nous faisons. Fin de citation. Et il énumérait alors 3 droits fondamentaux de l'être humain. Le droit de vivre à l'abri du besoin, le droit de vivre libéré de la peur et le droit pour les générations futures d'hériter d'une planète où elles pourront survivre. La sécurité sanitaire fait évidemment partie de tout cela. Et cette conception, au fond, pose les bases de la sécurité humaine. C'est ainsi que la sécurité englobe non seulement les relations interétatiques, mais aussi la notion de solidarité entre les nations, et c'est capital. Alors vous expliquez très bien, Raoul Delcorde, que cette crise sanitaire met en évidence un certain nombre de faiblesses du multilatéralisme. La question se pose donc, faut-il réinventer une forme de gouvernance mondiale ? Une des réalisations les plus importantes de la dernière moitié du XXe siècle a véritablement été l'élaboration et l'expansion d'un réseau de règles et d'institutions multilatérales, comme l'ONU, le FMI, la Banque mondiale. Et actuellement, une pression croissante est exercée sur ces institutions afin qu'elles se réforment, au risque sinon de devenir inutiles. Le G7, le Conseil de sécurité de l'ONU, traduisent, il faut le reconnaître, de moins en moins les réalités géopolitiques modernes et risquent donc de se retrouver en marge des discussions stratégiques de notre siècle. En outre, il n'existe pas encore de véritable gouvernance mondiale. Il y a des lacunes dans les mécanismes pour traiter des questions stratégiques importantes comme la migration, les crises sanitaires. Des normes sont mises au point pour intervenir dans les crises humanitaires et dans le cas de non-respect flagrant des droits de la personne, mais elles ne sont pas acceptées, ces normes. Pas universellement. Leur application est sporadique, incohérente parfois, et elle se heurte à la souveraineté des États, qui demeure encore un principe fondamental d'ordonnancement du système international, même s'il est en déclin. À l'origine de la gouvernance mondiale, il y a en fait le constat d'un manque.
il n'existe pas de gouvernance de la société internationale. La fin de la guerre froide a laissé un ordre mondial relâché, une société internationale en transition. Pour le moment, le pouvoir de représentation du monde est conféré au Conseil de sécurité. La gestion des crises se fait par l'action individuelle, concertée ou collective des membres permanents du Conseil. Et il est vrai que certains pays prennent des initiatives. Mais les objectifs de maintien de la paix et de sécurité internationale ne sont pas toujours atteints. Et les contraintes du milieu social international ne cessent de s'accroître. Au reste, la brèche ouverte dans la structuration du monde ne peut pas être colmatée et la structuration elle-même ne peut pas être renouvelée sans le recours à un jeu égal de l'autorité et de la liberté. La réforme des organisations internationales, entreprise en vue d'une bonne gouvernance, ne peut aboutir sans mobiliser toutes les ressources dont dispose l'humanité. C'est un vaste programme. Et dès lors, une gouvernance sans système est aussi aléatoire qu'un système sans gouvernance. On assiste à la prise en compte progressive des enjeux globaux dans la gouvernance mondiale. Mais il y a un corollaire à cela. Les pays du G20 ont une responsabilité collective, c'est clair. Elle tient aux ressources dont ils disposent. Une interdépendance croissante, une des caractéristiques de la mondialisation, signifie que les pays naguère marginalisés ne peuvent rester à l'écart parce qu'on les considère d'un poids négligeable dans les affaires internationales. Et je veux citer Pascal Lamy à ce sujet qui estime que la principale difficulté de la gouvernance mondiale est d'ordre éthique en fait. Les problèmes collectifs que nous allons devoir traiter dans l'avenir sont des problèmes de valeurs et de préférences collectives. Et il y a une grande diversité dans les échelles de valeurs, selon les régions considérées. Or, il faut un socle de valeurs communes pour arriver à des accords internationaux sur des questions globales. C'est le cas pour la gestion des crises sanitaires, comme pour les crises environnementales. Et selon Pascal Lamy, il faut donc, pour maîtriser la mondialisation et pour éviter l'apparition de conflits, que l'intégration géoéconomique soit accompagnée d'une certaine globalisation de l'éthique et des valeurs. En d'autres termes, que l'économie, pour le citer, soit réencastrée dans la société et la politique. L'économie doit être subordonnée aux besoins des hommes et non l'inverse. Raoul Delcorte, il était très important que vous rappeliez le cadre global dans lequel les hommes vivent sur Terre. Mais en conclusion, je voudrais demander aux praticiens des relations diplomatiques de nous résumer en cette période de repli unilatéraliste, de nous rappeler les vertus, je dirais, du multilatéralisme, parce que c'est quelque chose qui pourrait apparaître un peu lointain à certains, et je pense qu'il est bon que ceux qui pratiquent les relations diplomatiques nous rappellent en quoi elles doivent avoir, ou elles peuvent avoir, et en quoi c'est intéressant qu'elles aient une forme multilatérale. Bien, merci pour cette question. Il ne suffit pas, justement, de proclamer ces vertus. Il faut aussi continuer à montrer la valeur ajoutée des dites vertus et les adapter à l'évolution du temps. On évoque à ce sujet ce qu'on appelle, dans notre jargon, un multilatéralisme inclusif. C'est-à-dire un multilatéralisme qui est fondé sur l'interaction avec la société civile et les autorités locales et régionales. Et c'est dans cette optique que le ministre allemand des Affaires étrangères, Heiko Maas, et son homologue français, Jean-Yves Le Drian, ont établi, en avril 2019, l'Alliance pour le multilatéralisme. L'objectif n'est pas de faire concurrence
aux institutions multilatérales existantes, mais de maintenir et développer un ordre international qui soit fondé sur des règles et des valeurs communes. L'Alliance a un double objectif. D'une part, montrer que le multilatéralisme dispose d'un large soutien international, et d'autre part, constituer un réseau d'États prêts à générer du consensus dans les débats internationaux. Partons d'un constat. Il n'est plus possible aujourd'hui de se recroqueviller dans une forme d'unilatéralisme obsolète. Le monde est devenu plus petit. L'espace plus restreint, il faut apprendre à coexister, évidemment, dans le respect de la liberté d'autrui. Le multilatéralisme est devenu une nécessité, je le souligne, non pas du fait de l'émergence d'un monde multipolaire, mais parce que le monde est devenu de plus en plus interdépendant. Et ce qu'il convient de placer au centre de cette interdépendance, ce sont les biens publics mondiaux. Bertrand Badi a fait remarquer qu'aujourd'hui, la sécurité des États n'est plus géopolitique, elle est sanitaire. Et la santé publique, c'est un exemple de bien public. Il n'y a d'intérêt que collectif, de bien que commun, dit Bertrand Badi. Le directeur général de l'OMS va dans le même sens lorsqu'il plaide pour faire du vaccin contre la Covid-19 un bien public mondial. Et il écrit à ce propos que la Covid-19 fait peser une menace planétaire et qu'il importe de partager équitablement les outils pour le vaincre en les considérant comme des biens publics mondiaux. Fin de citation. La mondialisation a multiplié les enjeux planétaires, c'est clair. On parle des pandémies, il y a le réchauffement climatique. Et le cadre étatique n'est plus opérationnel. Cela nécessite désormais la coopération de l'ensemble de la communauté internationale. Selon les experts du PNUD, la mondialisation requiert ainsi de concevoir la fourniture des biens publics sur une vaste étendue dans l'espace, dans tous les pays, et dans le temps, c'est-à-dire à travers toutes les générations. L'état du monde mondialisé est une configuration nouvelle qui ne se réduit pas à l'extension des rapports interétatiques régulés par une organisation internationale. Aujourd'hui, la Terre est plate, pour reprendre la célèbre formule de Thomas Friedman. Selon cet auteur, des forces de nature essentiellement économique ont stimulé l'ouverture et la libre entreprise, débouchant sur un espace mondial où les cultures, les idées, les connaissances se croisent. Mais Friedman souligne aussi que pour 3 milliards d'êtres humains, ils vivent encore dans un monde non plat, loin des technologies et des changements socio-économiques. Le monde plat, selon Friedman, est donc marqué par une convergence des modèles de développement et un système fonctionnant comme un village global. Nous découvrons à la lumière de la pandémie actuelle ce qu'est la mondialisation, à savoir un monde de 7,5 milliards d'individus qui sont nos voisins dans le village global planétaire. C'est un monde interdépendant, un monde qui nous montre que seule la gouvernance mondiale peut répondre à ces enjeux contemporains. Ce n'est pas le repli étatique qui est la solution à long terme, mais une régulation à l'échelle mondiale. Et elle passe par une réinvention du multilatéralisme. Je crois qu'il faut maintenant s'engager dans cette voie. Merci beaucoup, Raoul Delcorde.